Les timides sont-ils des émotifs? Pas nécessairement. Si l'émotif est souvent un personnage impressionnable, nerveux et sensible, le timide, lui, est plutôt réservé, gêné, embarrassé. En un mot, la timidité est un recul devant les autres, souvent dû à un complexe d'infériorité ou à la peur. Elle empêche d'avoir des rapports humains épanouissants, car le timide est excessivement replié sur lui-même. Savez-vous cependant que la timidité n'est pas forcément un obstacle à la réalisation de soi? Mais il y en a d'autres qui n'avouent pas et qui donnent le change en souffrant en silence. Des enquêtes aux États-Unis ont montré que la timidité n'est pas un caractère irréversible. Un certain nombre de personnes timides à l'âge adulte ne l'étaient pas dans l'enfance et vice-versa. Cela dit, la timidité n'est pas forcément déplaisante, elle peut même avoir un certain charme. Les personnes timides et discrètes, qui savent écouter sans se mettre en avant, car elle empêche souvent d'exprimer un avis, d'émettre des idées ou d'affronter un contact avec ses supérieurs. La timidité peut de ce fait entraîner un sentiment de déprime et de malaise, peuvent au contraire favoriser le mécanisme de la communication. Mais il est vrai également que la timidité peut rendre plus difficiles les rapports avec les autres. Les mécanismes de défense, l'identification et la projection constituent le moteur même de la communication. L'identification est un mécanisme psychologique inconscient par lequel un individu tend à ressembler à une autre personne. Chez l'enfant, l'identification est la première forme de l'attachement à un parent. L'enfant s'approprie le rôle et la puissance du parent. L'identification constitue donc l'un des mécanismes les plus importants de la formation de la personnalité et de l'éducation. Nous nous distinguons tous par la manière dont notre éducation nous a forgés. L'influence du milieu d'origine est prédominante, car c'est lui qui sculpte le caractère et fait la personnalité. La personnalité est un diamant avec de multiples facettes. Nous avons tous en nous, dès l'origine, de multiples traits de caractère qui deviennent plus apparents au cours de l'existence. Ils se différencient au contact de l'environnement familial et social, ils induisent nos comportements. Il y a les éternels optimistes qui vivent en fonction de l'avenir, ceux qui voient les choses dans leurs moindres détails, ceux qui ont l'esprit synthétique, ceux qui sont poussés par une activité incessante, ceux qui restent passifs, se laissent dominer par les autres, ou ceux, plus fatalistes, qui vivent au jour le jour. Or l'homme, au cours de son développement et durant toute sa vie, est constamment soumis aux insatisfactions et aux conflits qu'il a rejetés dans son inconscient. Il doit lutter contre ses instincts et les interdictions sociales. Aussi, il va déployer toute une panoplie défensive que nous appellerons les mécanismes de défense. Le langage gestuel. Bien qu'il soit infiniment plus aisé de les contrôler, les mouvements du corps, des mains, des bras, de la tête et les changements de posture n'en sont pas moins révélateurs. Ils ouvrent une porte sur notre humeur, sur nos intentions, sur nos états d'âme du moment. Bien sûr, tout être humain peut maîtriser ses attitudes corporelles. Mais il ne faut surtout pas oublier que l'individu est un tout dont les parties affectives, intellectuelles et physiques sont en interaction constante. Tout langage gestuel et moteur est la conséquence d'un processus psychophysiologique. Mais il est lié aussi à tout un système de signification sociale et culturelle. Ainsi, l'attitude réservée et contrôlée, qui est l'apanage des gens du nord de l'Europe, est un fait d'éducation sociale, à l'apostrophe opposé de la volubilité des Italiens et des méridionaux, dont les gestes nombreux et colorés accompagnent le discours.
Nous connaissons tous ces gestes habituels qui expriment davantage que ce qu'ils veulent communiquer, le doigt levé du professeur ou de la mère de famille, les accolades ou les poignées de main prolongées de nos hommes politiques. Il y a aussi des gestes qui se veulent imperceptibles mais qui nous trahissent. Mains qui se tordent ou doigts qui craquent pendant qu'on écoute l'autre, pieds sous la table qui s'impatientent, yeux qui se lèvent et qui s'ennuient. Enfin, nous disposons d'une gamme de gestes symboliques qui expriment notre indifférence, notre intérêt, notre doute, notre approbation ou notre désir de voir s'éveiller l'intérêt de l'autre vis-à-vis de nous. Tous ces gestes, qu'ils soient ou non conscients, sont les composantes d'un langage déterminé par notre culture. Le cadre de référence. Quand vous essayez de communiquer avec autre, ce que vous attendez en retour, c'est qu'on échange quelque chose avec vous, qu'on vous prête attention. Autrement dit, vous émettez un message avec quelqu'un qui le reçoit et qui est censé en retour vous renvoyer un autre message. Ce retour de l'information, c'est le feedback. On peut analyser la communication en se posant les questions suivantes: qui dit quoi, à qui, où, pourquoi, comment, avec quel résultat. Autrement dit, un émetteur, qui peut être un individu, un groupe ou une institution, émet un message vers un récepteur qui peut être aussi un individu, un groupe ou une institution, dans un lieu donné, dans le but de transmettre, d'échanger, d'informer ou de demander quelque chose par le canal de la transmission verbale, aboutissant à des effets qui sont les résultats constatés. L'action de communiquer implique des interlocuteurs, des objectifs, des moyens et des effets. Le sens des mots est souvent différent selon la signification qu'on leur accorde. Ainsi, pour certains d'entre vous, le terme de communication signifie information. Pour d'autres, il peut être synonyme d'échange et de réciprocité. Voici un exemple pour illustrer ce propos. Fatima parle à son amie Khadija d'une difficulté rencontrée dans sa journée. À sa grande surprise, celle-ci lui répond: oui, je comprends bien ce que tu me dis. Puis elle se met à parler de problèmes similaires avant de passer à un autre sujet. Ulcérée par cette attitude d'incompréhension, Fatima constate que Khadija, bien souvent, lui parle un peu trop aisément de ses ennuis journaliers. En fait, qu'importait à Fatima ce que Khadija avait à lui dire, ce qui comptait pour elle, c'était de pouvoir échanger et partager avec une personne proche ce qu'elle pouvait ressentir. Quant à Khadija, habituée à une structure professionnelle où la communication, c'est-à-dire l'information, se fait par note de service, elle lui avait montré que lui aussi avait des problèmes pour comprendre l'intention réelle de Fatima. Pour Khadija, l'information émise par Fatima n'avait qu'une valeur informative pour Fatima. Son message était avant tout une demande d'échange et de partage. Mais, me direz-vous, quelle explication peut-on apporter à ce type de réaction? En fait, tout être humain a besoin d'appartenir et de se référer à des valeurs cohérentes entre elles, des valeurs qui le guident à chaque fois qu'un nouveau problème se pose à lui. C'est ce que les spécialistes appellent le cadre de référence. Langage verbal et langage non verbal. Le mécanisme le plus important de la communication est évidemment le langage par les mots, le langage verbal. Mais il existe une communication sans discours, faite de tout un ensemble de signes, appelés signes non-verbaux, mimiques, signes de tête, regard, gestes, posture, ton de la voix. Ces signes jouent un rôle essentiel et constituent une signification supplémentaire du message verbal. Qui ne se souvient de ces moments particuliers où, sans dire un mot, l'on se comprend? Des études ont révélé que les aveugles, ne pouvant lire ni les expressions du visage ni les attitudes d'autres,
communiquent moins bien avec les autres que les voyants dans les relations affectives. Et combien de fois avez-vous cru comprendre les autres sans les comprendre réellement? Entre l'intention de communication et la communication elle-même, le fossé est énorme. Combien de fois avez-vous eu l'impression de ne pas vous faire comprendre alors que vous aviez l'impression d'avoir dit des choses claires? N'essayez pas de compter. Ce thème a inspiré les meilleurs auteurs. Pourquoi donc toute cette distorsion, toutes ces difficultés? Il faut d'abord ne pas penser que la communication se réduit au simple langage des mots. Bien au contraire, tout l'ensemble des signes non-verbaux vient renforcer, annuler, moduler ou changer ce que nous disons. Et inutile de souligner davantage l'importance de ce langage non-verbal. Voyons rapidement les éléments qui jouent un rôle important dans la communication entre les personnes. Les signes non-verbaux, comme les mots, permettent de refléter des idées et des sentiments, de les préciser ou de les nuancer, et par là de mieux nous faire comprendre. Du malentendu au dialogue de sourds. Les mots n'ont pas forcément le même sens pour les individus qui parlent. Les hommes se parlent beaucoup mais s'entendent peu. Ils reconnaissent difficilement qu'ils n'accordent pas aux mots un sens identique. Aux ambiguïtés du message provenant du manque de clarté du locuteur se surimposent les incompréhensions dues aux interprétations subjectives de l'interlocuteur. Quand l'écart entre le sens réel et le sens attribué par l'autre devient trop grand, le responsable de l'erreur de compréhension se défend comme il peut, mais, quoi qu'il fasse, il a compris autre chose que ce qui lui a été dit. Ces altérations de la communication viennent de son insuffisance ou de sa déformation. Limite. Un certain nombre de croyances erronées circulent au sujet de la communication. Les connaître est aussi important que de comprendre ces principes de base si on veut améliorer comme communicateur. L'erreur la plus fréquente consiste à croire que le sens se trouve dans les mots. Cette allégation infirme l'importance très significative du langage non verbal. Par exemple le ton et le mimique qui accompagnent les paroles. De plus, émettre un message n'assure pas sa bonne réception. Nous verrons plus loin comment il arrive que le message se perde ou se déforme en cours de route. Pour le moment, si vous avez un doute à cet effet, comptez le nombre de fois que vous avez été mal compris depuis une semaine. Par ailleurs, certaines personnes pensent que communiquer davantage est toujours préférable. Or, s'il est vrai que le manque de communication peut générer bien des problèmes, il existe des situations où trop parler peut aussi s'avérer néfaste. Par exemple, des discussions qui s'éternisent et qui tournent en rond sans faire de progrès notable dans la compréhension de l'un ni de l'autre sont inutiles et peuvent même devenir frustrantes. Il arrive aussi qu'une grande colère nous amène à dire des choses que nous pourrions regretter par la suite. Il est parfois préférable de laisser retomber la poussière et de penser à ce que l'on veut dire et comment on veut le dire. Une autre erreur consiste à croire que la communication peut résoudre tous les problèmes. Par exemple, si une personne apprend qu'elle est atteinte du sida, aucune communication ne viendra à bout du virus. Le fait de pouvoir partager son désespoir pourrait l'aider, certaines informations pourraient lui être très utiles, mais la réalité de la maladie devra éventuellement être comprise et acceptée. Enfin, la communication n'est pas un don naturel mais une habileté qui se développe. Certaines personnes pensent qu'on est plus ou moins habile à communiquer et que tout est joué pour le restant de notre vie. Certes, d'aucuns affichent des prédispositions reliées à des traits de personnalité ou à des facteurs du milieu. Cependant, au même titre qu'on peut développer ses aptitudes sportives,
L'acquisition de connaissances et l'entraînement peuvent permettre à chacun d'exploiter davantage son potentiel de communicateur. Le visage. Les émotions éprouvées par les interlocuteurs sont souvent contrôlées, mais l'expression du visage, mieux que les mots, souligne l'intention du partenaire. Elle donne le sens d'un ordre. Elle indique le sérieux ou l'ironie d'un oui. Elle se substitue parfois complètement aux mots mimiques d'ignorance, de dégoût, de peur ou de doute. La mimique stimule les êtres qui interréagissent. Rarement, lorsque vous conversez, vous restez de marbre. La mimique est l'élément le plus parlant et le plus important pour l'interaction dans la communication extralinguistique. Le regard. Quoi de plus parlant que le regard? Il y a un véritable langage des yeux. Bien souvent, le regard d'autrui est perçu comme agressif ou angoissant. Si le fait de soutenir le regard d'autrui peut vous paraître agressif, comme une façon de narguer, sachez que cela peut être aussi un moyen de se soumettre à la volonté de son interlocuteur. En fait, tout comme l'apparence vestimentaire, le geste et la mimique, le regard est en grande partie un langage. Comme tout langage, le sens du regard est lié à tout un système de signification propre à la société où il se manifeste. N'esquivez pas le regard d'autre. Un regard est souvent plein de sens et enrichit considérablement la communication. Figure et sentiment. La figure est la partie la plus expressive du corps. Elle renforce ou modifie de façon substantielle la portée des mots. Les yeux, miroir de l'âme, et l'extraordinaire mobilité de très nombreux muscles du visage. Le look. Pour expliquer aux autres qui nous sommes, nous disposons de beaucoup de moyens: l'habillement, les attitudes, le maintien, l'aspect général. Ce sont des signes qui reflètent ce que nous sommes. Notre état d'esprit habituel ou celui du moment et qui induisent chez les autres une ébauche de réaction, avant même toute parole, selon un mécanisme particulier. Tout cela, nos interlocuteurs l'observent souvent sans s'en rendre compte. Ils en tirent des conclusions sur ce que nous sommes, sur nos façons de réagir, sur notre caractère, notre comportement, voire sur nos idées. Ainsi notre apparence transmet-elle un message peut-être vrai, parfois trompeur, sur ce que nous sommes, possédons et faisons. On dit: il a l'allure d'un jeune cadre dynamique, ou il a le look de garçon coiffeur, et l'on vous a peut-être un jour conseillé de changer de look. Cela fait référence à l'image que vous donnez de vous-même dans les premiers instants où l'on vous voit. Communication fonctionnelle. Communication fonctionnelle, sans nécessairement avoir approfondi la question. Vous constatez que le niveau de vos communications diffère selon le contexte et les personnes avec qui vous entrez en contact, aussi gentils qu'ils soient. Vous ne vivez pas les mêmes échanges avec le chauffeur d'autobus qu'avec votre meilleur ami. Qu'est-ce qui distingue ces deux types de communication? C'est la nature de la relation. Dans la relation fonctionnelle, le but de la relation est d'ordre pratique et utilitaire. La relation n'est pas personnalisée. En d'autres termes, on pourrait facilement remplacer le chauffeur d'autobus par une autre personne compétente et votre but, vous rendre à tel endroit, n'en serait pas compromis. Dans une relation fonctionnelle, la règle de politesse l'emporte sur l'authenticité. Les lois de la communication.
Le verbe communiquer ne signifie pas seulement transmettre. Son origine latine nous apprend qu'il signifie être en relation avec. On l'utilise aussi dans le sens de mettre en commun, échanger, partager, consulter, conférer, participer. Communiquer, c'est donc être reçu et recevoir. Or on est reçu avec le cadre de référence de l'autre et on comprend soit en utilisant notre propre cadre de référence, soit en essayant d'imaginer le cadre de référence de l'autre. Ainsi, on peut définir la communication comme étant un processus interactif et dynamique d'émission et de réception de messages. La communication peut être volontaire ou involontaire. C'est connu, les mots dépassent parfois la pensée, par exemple sous le coup de l'émotion. Il serait cependant plus juste de dire ici que vu son intensité, l'émotion a été communiquée involontairement et à un point tel que sa présence a modifié le message idée que l'on voulait émettre. Une fois l'émotion ainsi exprimée et de ce fait atténuée, on aurait goût de nuancer son message. Par ailleurs, nous ne savons pas toujours qui est éventuellement en mesure de capter ou de recevoir notre message. Il semble que les murs ont des oreilles. Enfin, il nous arrive d'émettre involontairement des quantités de messages verbaux. Si votre mauvaise humeur vous échappe en certaines occasions, elle peut toutefois être perçue par un observateur attentif. Il nous est impossible de ne pas communiquer, on peut décider de ne pas parler, mais cette décision communique quelque chose, colère, peur, culpabilité, manque de confiance, etc. De plus, les expressions de notre visage, notre attitude, nos gestes, nos postures, nos comportements et notre façon de nous habiller parlent à notre place. C'est tout l'univers du non-verbal que vous explorez plus en détail dans ce chapitre. Par exemple, le silence d'un ami traduit-il son enchantement, son malaise, sa colère ou sa fatigue? Le message est parfois mal compris, mais la communication demeure toujours présente. La communication est unique et irréversible, ce qui est dit, on ne peut l'effacer. Tout au plus on pourra le nuancer ou l'expliquer pour le rendre plus compréhensible. On ne peut pas non plus recréer une situation de communication du simple fait que les interlocuteurs ne sont plus exactement ce qu'ils étaient il y a une semaine. Le grand sourire qui a fait un petit miracle avec telle personne dans tel contexte pourrait vous attirer des ennuis avec une autre personne dans un autre contexte.